entre les coraux, Pao et Petit Huilateye. Comme à l'accoutumée. Nanat wa yao. Sommes de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, Moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission qui entend vous faire découvrir et aimer les cultures des Outre-mer. Est-il bien nécessaire de présenter le carnaval ? Les carnavals, devrait-on dire, car bien souvent vu de l'extérieur, sans s'être jamais rendu sur place, on a l'impression qu'il s'agit toujours de la même chose. Des costumes, du maquillage, des paillettes, de la musique entraînante et des corps qui se meuvent sur ces rythmes endiablés. Or, lorsque l'on vient de l'Hexagone par exemple, et qu'il s'agit des carnavals de Guyane, de Martinique ou de Guadeloupe, peu sont en mesure d'en distinguer les subtilités, les particularités, bref, les traditions, les personnages et les objets et ustensiles distinctifs qui les singularisent pourtant les uns par rapport aux autres. Notre invité du jour, chorégraphe, s'est plongé, lui, dans ces trois carnavals, pas tant pour les ambiances de fête en elles-mêmes, mais pour en retirer ce que cette période exutoire dit des pays, des gens qui y vivent et dit aussi du rapport avec la France. De ces observations et de ces immersions est née une pièce pour 3 danseurs et danseuses, chacune issue de la Guyane, de la Martinique et donc de la Guadeloupe. Pourquoi et comment orchestrer ce spectacle derrière Vaval ? Réponse avec Au creux de notre oreille cette semaine. Thomas Lebrun. Thomas Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseur, chorégraphe, directeur du CCN de Tours, le Centre chorégraphique national, depuis 2012. Vous avez présenté, notamment à Chaillot, mais le spectacle tourne un peu partout en France, un spectacle intitulé Derrière Vaval, qui rend hommage à l'univers carnavalesque de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane également. Vous avez sur scène 3 danseurs que vous avez chorégraphiés dans cette pièce qui s'intitule Derrière Vaval. Alors, moi j'aime bien commencer un peu par décortiquer les titres parce que c'est la première chose que l'on voit quand on est spectateur et qu'on a affaire à un spectacle. Derrière Vaval, ça m'inspirait 2 choses. D'abord, derrière Vaval, le personnage de Vaval en avant, le vidé en arrière avec tous les noceurs, les carnavaliers. Et derrière Vaval, c'est aussi la face cachée de Vaval. Voilà ce que ça m'a inspiré. Derrière Vaval, le titre en entier, c'est Derrière Vaval, pleurs, cornes et fouet. Et c'est pour cette raison-là, c'est pour dire aussi que derrière Vaval et l'amusement, il y a aussi des symboles qui disent autre chose. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait la connaissance d'abord avec cet univers carnavalesque. Alors, le carnaval, c'est venu plus tard finalement. Je suis allé au carnaval là-bas la première fois quand je savais que j'allais faire le projet. Le projet n'est pas venu du carnaval. Le projet est venu des rencontres que j'ai faites en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, où depuis une dizaine d'années, on intervient avec le CCN de Tours pour faire des formations, des petites créations, des rencontres avec des artistes. Et aussi depuis une dizaine d'années, parallèlement, on fait beaucoup de résidences pour les artistes ultramarins de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et on travaille en relation avec le CDCN de Guyane, Toucadance, qui est dirigé par Norma Claire. Et celle qui m'a invité il y a 12 ans, la première fois, pour aller intervenir là-bas. Et depuis, j'y vais tous les ans. Pourquoi faire venir en résidence ces danseurs-là ? C'est parce que justement ils n'ont pas toujours les lieux pour pouvoir travailler et en même temps exposer à un plus large public leur travail ? C'est ça. Après, ils viennent soit en résidence, mais aussi pour faire de la diffusion, pour présenter leur spectacle au CCN et parfois ailleurs. D'ailleurs, là on est au Carreau du Temple et Gladys a déjà proposé son solo au Carreau du Temple. Mais en fait, à l'origine, c'était vraiment pour faire plutôt de la formation et de l'ouverture sur la danse contemporaine en Guyane. Ça s'est développé après en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est vrai que là-bas, c'est assez limité puisqu'il n'y a pas beaucoup de lieux pour la danse. Enfin, en Guyane, il y a le CDCN, il y a Tropicatrium où il y a de la danse. En Martinique et en Guadeloupe, il y a le théâtre du Moule et puis il y a les Nablous, etc. C'est un peu plus développé quand même en Guadeloupe. Mais c'est au niveau de la possibilité de diffuser, ça reste assez restreint finalement.
C'est difficile pour les artistes qui ont décidé de rester chez eux et de développer la danse chez eux, d'avoir une visibilité ici. Ça commence un peu à se développer. J'ai d'abord voulu préciser votre ancrage artistique vis-à-vis des Outre-mer. Maintenant, c'est juste un peu plus personnel. Dans ce podcast, c'est l'invité qui dresse son autoportrait en quelques lignes. Oh là là. Oh là là, vous dites, mais vous allez quand même vous y plier juste, voilà, pour qu'on sache qui est Thomas Lebrun. Et c'est vous qui choisissez votre porte d'entrée pour dresser cet autoportrait. Alors, Thomas Lebrun est né dans le Nord-Pas-de-Calais, dans une petite ville entre Roubaix et Tourcoing, à la frontière belge. Après, j'ai fait de la danse parce que ma sœur en faisait, et que mes parents m'ont mis à la danse parce que j'arrêtais pas de danser. Puis après, j'ai passé un diplôme d'état pour être prof de danse. Après, j'étais danseur dans plusieurs compagnies, dans le sud, et à Tours aussi. J'étais danseur pour Daniel Larieux quand il était directeur du CCM de Tours. Parallèlement, j'ai commencé à faire ma compagnie sur la région lilloise, et après, je suis parti à Tours, à la direction du CCM. Pour faire bref. C'est vrai que là, j'interroge aujourd'hui essentiellement, on va dire, le chorégraphe et le directeur. Mais justement, si on se retrouve au cœur du temple, c'est que vous vous produisez toujours, vous êtes danseur. Est-ce que c'est d'abord ça, d'ailleurs, votre première fonction dans votre tête ? Non, ça l'est plus. Ça l'a été jusque, on va dire, 45 ans. Et maintenant, je danse beaucoup moins. Je fais plus danser les autres. Et j'organise plutôt des rencontres ou des croisements, comme on peut faire avec Danser Croisé, ou on fait un peu de programmation, on fait de la programmation, pas un peu, on fait de la programmation au CCM de Tours aussi. Et là, je vais bientôt avoir 52 ans. Je danse encore de temps en temps pour me faire plaisir. Pour l'instant, il n'y a plus de date de cette pièce. On a quand même bien tourné. Puis on verra s'il y en a d'autres ou pas. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc c'est possible que ce soit la dernière. Ouais. Le fait d'être aussi à la direction d'un lieu, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps aussi dans la tête. Et être danseur, ça demande aussi une disponibilité pour s'occuper de soi et être disponible pour le plateau. Voilà, alors c'est pas que le corps, et ça nous donne l'occasion de citer donc les trois interprètes de cette pièce Derrière Vaval, Gladys Damba, Jean-Hugues Miredin et Michael Top. Parmi ces trois-là, il y a trois types de corps différents, un corps de femme, un corps d'homme plus jeune, un corps d'homme plus âgé. C'était une composante essentielle de ce que vous vouliez, ou c'est le hasard de la rencontre qui a fait ça ? Non, c'est un peu le hasard de la rencontre. Après, Gladys, on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans. Donc c'est aussi par Gladys que j'ai rencontré Emeline Octavie, qui a donc fait les textes pour la pièce. Finalement, ce spectacle est né d'avoir envie de retravailler un peu plus profondément avec des gens que j'avais rencontrés. C'est le hasard. Est-ce que c'est un hasard qui tombe bien, du coup, d'avoir encore une fois trois patines différentes, quoi ? Moi, j'aime ça aussi, dans les pièces ou dans les distributions, avoir des gens très différents. Mais après, là, c'est juste que c'est des gens avec qui j'ai aussi bien entendu dans le travail et avec qui j'avais envie de continuer, parce que je les connaissais. Jean-Hugues, on l'appelle Jackie. Et Gladys et Michael, j'ai rencontré plus tard. Et c'est vrai que par la Guadeloupe, je cherchais quelqu'un de plutôt jeune et un peu puissant physiquement. Par contraste avec Jackie, par exemple, qui est une danse beaucoup plus douce et déliée. Ça s'est fait comme ça. Enfin, en gros, c'est comment on ressent les choses, et humainement ou artistiquement, et on se dit comment ça peut marcher. Enfin. Pourquoi le carnaval ? Alors, on a compris pourquoi les Outre-mer. Pourquoi le carnaval en particulier ? Le carnaval, c'est apparu. L'idée de travailler autour du carnaval, c'est apparu tranquillement. C'était pas l'idée du début. L'idée du début, c'était de regrouper des gens de ces trois territoires ensemble. Et du coup, le carnaval, c'était un peu comme une évidence qui a apparu, parce que, en gros, l'importance du carnaval dans chaque territoire est très grande, beaucoup plus que chez nous ici en métropole, et que je trouvais que c'était un bon lien pour parler des trois territoires et de leurs particularités, parce que finalement, le fond de la pièce, on va dire, je vais pas dire que le carnaval est un prétexte à la pièce, mais il permet de parler de choses autres. Et avec les textes d'Emeline, qui a tout de suite compris là où j'avais envie d'aller, parce que parfois j'ai aussi un peu de mal à m'exprimer, ou après c'est assez délicat aussi. J'avais envie de parler de ce que je ressentais quand j'étais là-bas, ou de ce que je pouvais recevoir d'eux quand on travaillait ensemble, ou de leur situation, etc. Et de choses en général qui me révoltent un peu. Hein, mais et du coup, il y a un endroit où souvent je vais mettre de l'humour là où c'est compliqué, où je vais mettre de la gaieté là où c'est difficile, pour pouvoir en parler. Il y a un peu de ça dans cette pièce.
Qu'est-ce que vous avez vu donc derrière, effectivement, toutes ces thématiques qu'on connaît de Vaval, les couleurs, la danse, le chant. Au passage, je note que le carnaval est quand même le lieu, le moment où les corps s'expriment, parce qu'on a aussi bien des corps dénudés que des corps habillés, parce qu'il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de couleurs. Outre ça, qu'est-ce que vous avez vu derrière, de quoi vous vouliez parler, et qu'est-ce que vous avez donc confié à Émeline Octavie, parce que je l'ai pas encore dit, elle est l'autrice des textes qui viennent émailler l'ensemble du spectacle. Quelque part, j'ai ressenti quand j'étais au carnaval un peu ce que je ressentais déjà, mais en démultiplié puissance 15 000. Quoi. Il y a une espèce de force énorme, de regroupement, c'est pas un combat, mais c'est de fierté, d'ouverture et d'histoire. Tous ces personnages, ils sont beaucoup en rapport avec l'histoire des territoires. Et tout ça, vous l'avez ressenti avant même éventuellement de lire à propos du carnaval? Tout ça, vous l'avez ressenti? Je lis jamais, je lis rien, j'ai jamais lu. Comme là, je fais un spectacle sur Duras, j'ai jamais lu Duras. J'ai écouté Duras. C'est votre écriture, ça, alors, justement. Vous imprégnez des choses sans avoir à vous, entre guillemets, polluer par d'autres éléments, d'autres médias culturels, littérature, cinéma, etc. Cinéma un peu, peut-être, mais la littérature, je lis deux pages, je m'endors. Ça me parle pas, j'y suis pas. Donc tout ce que vous savez du carnaval, vous l'avez ressenti? Oui, je suis allé voir. Je suis allé voir parce que je savais que ça allait être le lien entre chacun et que l'idée c'est qu'ils choisissent chacun un personnage du carnaval qui pouvaient eux les représenter dans leur vie ou dans leur parcours de vie et dans leur histoire, l'histoire du territoire. Donc chacun effectivement a une, entre guillemets, origine différente. On voit aussi bien le carnaval de Guyane avec une représentation par exemple du Touloulou, on voit aussi bien le Diable Rouge qu'on voit plutôt beaucoup en Martinique. Et puis il y a aussi, et c'était une des questions que personnage inventé. Ouais, c'est ça. Quelque part, c'est un accessoire en personnage, le fouet, en Guadeloupe. Dans votre pièce, justement, donc, il y a cette succession, tout ce foisonnement, tous ces personnages, tous ces ustensiles, toutes ces facettes du carnaval. Et vous y avez même aussi mis ce qu'on peut appeler le côté gros mots, chansons, on va dire paillardes. Et ça, vous l'avez introduit aussi. Voilà, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un truc qui me parle beaucoup parce que moi, étant du Nord-Pas-de-Calais, le carnaval a quand même dans le Nord-Pas-de-Calais une importance particulière, notamment à Dunkerque, où quelque part, il y a aussi tout un métissage de plusieurs pays qui sont venus travailler dans le Nord-Pas-de-Calais. Le carnaval, il s'est un peu créé comme ça aussi. Il y a beaucoup de chansons paillardes et très cul. Voilà. Et donc, du coup, c'est quelque chose pour moi qui est pas, qui était évidemment que ce soit présent dans le... Oui. Puisque c'est là dans la vie. Avec Jackie, on en a parlé, et lui, c'est ce qui l'anime aussi. La journée du Mardi Gras, ça y va, quoi. Oui. Vous n'avez pas eu peur de ça, c'est ça que je voulais dire. C'est que vraiment, là, vous montrez tous les aspects de ce carnaval à travers vos trois danseuses et danseurs et à travers vos trois personnages. Comment ça s'écrit un spectacle comme ça? Ça s'écrit, il y a une ligne principale et ensuite vous leur demandez d'improviser des choses. Comment ça se passe en fait, en vrai? Il n'y a pas eu beaucoup d'impro. Tout est vraiment très écrit. Après, parfois, l'interprète peut participer à l'écriture par rapport à, on va dire, à une liste de mots où on va créer des gestes sur des mots. Ou alors, pour Gladys, pour tout le début, on a vraiment travaillé sur le texte d'Emeline. Et pour la partie un peu plus rythmée qui est au milieu, si vous vous souvenez, là, c'est vraiment des choses que moi j'ai écrites à partir du texte d'Emeline et des choses qu'elle a écrites aussi à partir du texte d'Emeline, qu'on a mélangé. Et en plus, avec tout le Caseco, les pas de Caseco, je dis pas bien, mais vous le comprenez. Parce que elle fait beaucoup de danse traditionnelle guyanaise. Elle est dans une association, Les Flamboyants, qui fait ça. Et du coup, on a travaillé aussi là-dessus, sur les danses, on va dire, traditionnelles guyanaises. Après, avec Jackie, en gros, on a travaillé sur le trajet du parcours du Festival de Fort-de-France, mai 2024. Donc on a pris le trajet du parcours dans la ville, et c'est ce qui fait son trajet au plateau. Et finalement, à chaque fois, son trajet, il tourne d'un quart de tour. Et il y a une progression dans la pièce qui va de quelque chose de très très lent et très posé, avec le personnage un peu inquiétant, on va dire plus proche de ce qu'il pouvait être avant. Et après, on a travaillé sur ça et sur comment, on va dire, ce personnage un peu tenu, un peu serré, il devient un peu plus exubérant, un peu plus sale, et un peu plus dans la dynamique de ce que de ce que moi j'ai vécu là-bas en Martinique ce jour-là. Sachant que Jackie, il était au carnaval, j'ai vu passer, dans cet état-là. Ouais. Moi, je les connais pas forcément, les fondements. J'ai un regard, tel qu'il est aujourd'hui. Après, je me suis intéressé, etc. Mais je veux dire, je suis pas de là-bas, c'est pas ma culture. Tout ce que je peux traduire, c'est ce que je ressens. L'important, c'est que ce soit juste pour eux.
et pour ceux qui vont représenter. Enfin, il y a un côté un peu, je le dis comme ça, mais documentaire chorégraphique. Il y a un endroit comme ça, voilà. Enfin, pour moi, s'ils sont pas d'accord, je peux pas le faire. Moi, j'ai besoin d'avoir l'accord et que ce soit validé et compris par la personne avec qui j'ai travaillé, qui m'ont transmis quelque chose. C'est le moment de la première pause musicale. Alors, je vous avais demandé effectivement de choisir 2 extraits musicaux de ce spectacle. Donc, première pause musicale, premier extrait parmi la musique qui est omniprésente d'un bout à l'autre de votre pièce. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez de partager avec nous en extrait ? Mappy. Mappy, c'est une poète martiniquaise. C'est Emeline qui m'en a parlé quand je cherche, parce qu'à l'origine, je voulais faire Emeline pour la Guyane et chercher des auteurs en Martinique et en Guadeloupe pour les 2 autres solos. Et finalement, j'étais tellement en phase avec ce qu'écrivait Emeline que je lui ai proposé de faire les 2 autres aussi. Voilà, et c'est elle aussi qui les interprète d'ailleurs. C'est sa voix qu'on entend tout au long du spectacle, en tout cas quand il y a sur la partie texte. Elle m'avait parlé de Mappy et donc j'ai écouté et il y avait Dissidence sur internet. Je trouve que le texte est bien dans l'idée de ce que j'avais envie de faire, donc l'arrière du carnaval, derrière. Et du coup on l'a rencontré en Martinique quand on répétait avec Jackie et je lui ai parlé du projet, elle a tout de suite accepté que ce soit dans la pièce. Et en gros c'est le passage où on va je l'ai un peu écrit comme ça la pièce. Quand un solo se finit, on a un petit voyage pour aller dans l'autre territoire. Donc on part de la Guyane, on arrive en Martinique. Et ben vous allez faire le DJ, vous allez vous rappeler l'interprète et puis le morceau du coup qu'on entend, le titre de ce morceau. Comme si vous lanciez un disque à la radio. Mappy, Dissidence. Grand-père est revenu de dissidence. Il m'a appris les danses d'ici, danses d'ailleurs, danses, dissidence d'ailleurs. Les battements de son cœur donnaient la cadence et ces mélodies d'amour ont bercé mon enfance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance car certains ont péri dans les bras de douce France ou sont morts d'un chagrin d'amour pour douce France. Mais elle s'en balance, elle danse, 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 elle se balance et s'en balance. Elle danse, danse, danse. Souvent, je repense à mon enfance et à grand-père avec ses danses d'ici, danse d'ailleurs, danse, dissidence d'ailleurs. Même si je n'ai plus la chance de profiter de sa présence, j'entends souvent sa voix qui fait écho ainsi. Danse, 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 ce n'est pas une coïncidence. Danse, danse, danse. L'oreille a vu, lu, entendu. De nouvelles pages à tourner cette semaine grâce à Agnès Cornélie, notre libraire des Outre-mer. Bien le bonjour Agnès. Alors, quoi cette semaine ? Un essai, un recueil de poésie, un roman ? Dites-nous tout. Bonjour Patrice, je suis ravie de vous retrouver. Alors donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer le livre de Caroline Musquet, Clichés sur les Français d'Outre-mer, qui est sorti donc aux éditions Caraïbes Éditions. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Caroline Musquet, qui avait déjà sorti un livre il y a quelque temps sur l'homosexualité aux Antilles. Et donc là, elle sort un autre livre sur les clichés. Donc Patrice, vous êtes martiniquais ? Je suis martiniquais. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des remarques de personnes qui disent « Oh, tu es martiniquais !» donc du coup, par exemple, je sais pas, tu sais bien faire le blanc manger coco. Alors moi, j'ai eu, une fois que les gens savaient que j'étais martiniquais, j'ai eu « Ah, vous devez aimer le rhum et le colombo et cassave ». Voilà, exactement. Donc moi, pareil. Moi, je suis guadeloupéenne, pareil. En arrivant ici, « Ah, t'es guadeloupéenne !» Déjà, est-ce que tu as eu le bac ? Est-ce que chez vous avez l'eau courante ? Voilà. Donc en fait, Caroline Musquet revient sur tous ces clichés qu'on accole aux personnes des Outre-mer, pas seulement les Antillais, elle parle aussi des Réunionnais, des Polynésiens, donc les Polynésiens avec les vaïnés qui sont très lascifs, enfin bon voilà. Et donc elle revient sur tous ces clichés-là qu'on colle sur les personnes et qui les enferme dans un rôle. Et elle montre au contraire du coup le vrai visage des Outre-mer et toute la diversité que ces régions-là ont, et pour vraiment montrer leur intérêt. Donc c'est un livre intéressant pour ça. Alors pour cela, est-ce qu'elle interroge les gens, c'est-à-dire sur les clichés que, comme vous venez de le faire vers moi, est-ce qu'elle interroge les gens et est-ce qu'elle recueille effectivement ces différents clichés subis tout au long d'une vie ? Tout à fait, parce que c'était aussi comme ça qu'elle avait procédé pour le précédent. Elle recueille des témoignages dont elle part
pour les analyser et pour les déconstruire, pour comprendre d'où ça vient, d'où viennent ces clichés-là. Vous nous rappelez les références donc de ce petit livre qui permet de remettre certaines idées en place. Oui, c'est un livre donc qui se lit facilement, qui est assez court et donc qui s'intitule Clichés sur les Français d'outre-mer de Caroline Musquet, qui est sorti aux éditions Caraïbes Éditions. Merci beaucoup Agnès, on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte, de nouvelles pages à tourner avec vous. Avec grand plaisir, je serai là, Patrice. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. De retour auprès de Thomas Lebrun, voilà, je donne vos titres, directeur du CCN de Tours, CCN étant le Centre chorégraphique national, vous êtes aussi donc chorégraphe, et là en l'occurrence pour ce spectacle intitulé Derrière Baval que l'on a pu voir au Palais de Chaillot à Paris, mais qui va continuer à tourner, notamment à la rentrée 2026, il y a quelques dates qui sont prévues, et on lira ça dans l'article qui accompagnera le podcast, et puis donc danseur, encore un peu, et notamment ici au Carreau du Temple qui nous accueille pour enregistrer ce podcast. Grandir me fait pleurer, me confesser me fait pleurer, respirer me fait pleurer, pleurer me fait pleurer, vivre me fait pleurer, aimer me fait pleurer, raconter me fait pleurer, rester me fait pleurer, partir m'a fait pleurer. Discrète, je l'ai toujours été. Le pays l'a toujours été. Peuple de fiction. Lui et moi ensemble. Nous voulons faire du bruit maintenant. On va continuer de parler avec vous, d'Emeline Octavie, parce qu'effectivement, voilà, ça aussi c'est une rencontre. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que ce sont les mots qui ont engendré à certains moments des passages de danse ? Est-ce que ce sont les mots que vous avez fait danser, ou est-ce que finalement c'est la danse qui ont engendré les mots ? Comment s'est passé en plus en détail la collaboration avec elle ? Est-ce qu'il y a des choses que vous lui avez fait enlever, rajouter ? Comment ça s'est passé ? Donc j'ai rencontré il y a quelques années par l'intermédiaire de Gladys, puisque elles sont amies. Et quand j'ai commencé... Gladys Damba, donc l'une des interprètes. Et quand j'ai commencé à mettre le projet en place, j'ai tout de suite pensé à elle pour faire le texte de Gladys. Alors on s'était téléphoné et j'avais dit un texte de 1 ou 2 pages, et je lui avais expliqué le principe qu'il fallait que ce soit à partir d'un personnage de carnaval, et que je voulais que ça parle pas forcément que du carnaval, mais plutôt de tout ce qu'il y a derrière, et en gros des conditions au pays, de ce que c'est que la transmission, les valeurs de ces gens. Et du coup, je crois 2 semaines après, elle m'a dit « j'ai vu Gladys, on a commencé à travailler, je te fais une proposition pour voir si c'est un peu dans le sens de ce que tu veux. » Et là, elle m'envoie un texte de 13 pages. Et là, j'ai dit « Mon Dieu, mais c'est beaucoup trop long. » Enfin, par rapport à ce que j'imaginais pour la pièce. Et j'ai lu les 13 pages. Là, je les ai lues. Et puis, comme j'ai pleuré au bout de la 2e, et que j'étais transporté jusqu'à la fin, je me suis dit « Mais je ne peux pas couper. » Et on a commencé à travailler... avec Gladys à ce moment-là, sur un extrait du texte, et c'est comme ça que le solo a commencé à... Mais elle a écrit, et après elle a fait, quelques rectifications qu'elle souhaitait, mais moi j'ai jamais demandé de rectification. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer en fait dans ce texte ? Vous dites à la 2e page j'ai pleuré. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer ? Quelle sensibilité vous avez trouvé dans le texte qui a fait écho en vous ? J'ai ressenti Gladys, j'ai ressenti elle, j'ai ressenti la force qu'il faut pour y arriver là-bas, avec un petit peu de combativité, mais en même temps avec simplicité. C'est franc, enfin je sais pas comment dire, et c'est poétique. Et pour le coup, si je reviens au chorégraphe et au directeur du centre chorégraphique de Tours, c'est un spectacle qui est facile à faire bouger. Je parle des thématiques parce que à ce micro-là, j'ai quand même beaucoup d'artistes originaires des Outre-mer qui, certes, ont leur public sur place, mais qui ont énormément de difficultés à faire bouger tout ça. Vous êtes déjà ici, vous proposez déjà beaucoup de spectacles. C'est pas tous les jours que des centres nationaux programment comme ça des spectacles avec cette thématique-là, liée aux Outre-mer et avec 100% d'interprètes originaires des Outre-mer. Mais pour le coup, est-ce que c'est facile qu'on entende ça et qu'on le voit ? Est-ce que c'est facile à distribuer ? Non, pas particulièrement. C'est dû au fait que ce soit les Outre-mer ? Non, c'est peut-être dû au fait que ce soit quelqu'un d'Hexagone qui fait quelque chose pour les Outre-mer.
Ah oui. Pourtant on pourrait penser que vous faites un fabuleux passe-plat, parce que du coup vous avez la fonction, vous avez votre travail qui est connu dans le milieu. On pourrait penser que c'est beaucoup plus facile porté par vous. Si vous l'avez vu, peut-être que vous vous dites ça peut, mais quand les gens ne l'ont pas vu, ils peuvent se poser la question pourquoi est-ce qu'il utilise ça. Enfin, ça peut être pris aussi du mauvais côté. Ouais. Enfin, c'est pas si évident. Puis après, il y a, au niveau de la diffusion, ils habitent là-bas, ils habitent vraiment là-bas. Donc, il y a tout le côté financier, donc pour mutualiser les tournées, etc. Mais bon, on va sûrement y arriver. Mais je sais que quand on a fait les premières à Tours, il y a plusieurs programmateurs qui sont venus et qui ont été très positifs sur la pièce. Mais pour l'instant, puis il y a un côté un peu, engagé dans la proposition. Je veux dire, c'est pas un spectacle, comme on le dit depuis le début, que sur le carnaval. Oui. Enfin, tout ce qu'on parle derrière, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça. Enfin, surtout en ce moment. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une époque qui est pas hyper funny par rapport à tout ça. Donc, c'est pas si évident. Parce qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont se dire, j'ai envie de voir quelque chose de festif. Nous, on le ressent ici. Soit ils font un spectacle performant, c'est-à-dire où les gens font waouh, où ça bouge, où ça performance, déchire, voilà. Ça, ouais. Ou alors, il faut aussi des choses festives. C'est des choses qui, en ce moment, parce que le public, on a besoin finalement de choses festives ou des choses performantes, faciles à recevoir finalement. Mais pour moi, mon travail, c'est pas faire. J'aime bien faire des choses festives ou parfois, divertissantes. Mais il n'y a pas que ça. Et du coup, ce spectacle étant un peu le cul entre deux chaises par rapport à ça, c'est pas si évident. Moi, je pensais justement que c'était plus facile de véhiculer ce type de spectacle-là, où il y a les deux, on a tout. On a l'aspect festif en fait aussi, parce que ça raconte le carnaval. Oui. Et en même temps, on a aussi toute la profondeur de ces pays-là. Après, j'avoue que c'est le début, on a créé en octobre, on a fait une quinzaine de dates, on finissait la saison, ces 15 dates à Chaillot. Là, on commence à avoir des propositions pour tourner. Mais par exemple, il n'y a pas eu énormément de programmateurs qui se sont déplacés à Chaillot par rapport à d'autres pièces où on en a eu plus, par exemple. Alors, est-ce que c'est la période, parce qu'il y a plusieurs festivals en même temps à Paris, ou j'en sais rien. Il y a toujours on peut jamais savoir. Et puis il y a l'aspect matériel, ce que vous disiez, l'aspect matériel et financier aussi. Voilà. Mais le spectacle était bien reçu, par contre. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est impressionnant, les danseurs sont impressionnants, la proposition, elle est impressionnante, parce que les gens du public ne s'attendent pas forcément à avoir un spectacle comme ça. C'est un carnaval, derrière Vaval, si tu lis pas le texte en dessous, tu te dis, je vais voir le carnaval entier. Ouais. Et ça commence avec quand même un texte d'Emeline qui dure 10 minutes sur quelque chose de très très lent. On n'est pas dans le carnaval. Je veux dire, c'est vrai. Il faut attendre un peu pour le retrouver. Deuxième pause musicale. Donc on a écouté un premier titre de Mappy. Donc ça nous ramenait effectivement, et vous avez raconté que c'est le passage dans votre spectacle qui passe donc de la séquence Guyane à la séquence Martinique. Qu'est-ce que vous nous proposez à écouter en extrait, toujours extrait de ce spectacle? On va faire l'autre transition, La vie qu'on mène. Ah bah voilà. Vraiment waouh, voilà. J'adore bébé. J'ai choisi en Martinique parce que première période, en gros on a fait des périodes avec chacun 10 jours avec Gladys en Guyane, 10 jours avec Jackie en Martinique, 10 jours avec Mickaël en Guadeloupe. Comme ça, pas de jaloux. Voilà, pour trouver le personnage, commencer, réfléchir, et après on s'est tous rejoints à Tours 2 mois plus tard, on a fait la création à Tours. Et du coup, on était à Fort-de-France avec Jackie, boire un verre. Il y a eu cette chanson, je fais waouh, et après Jackie arrêtait pas de la chanter et tout ça, et donc du coup, je lui demande de traduire. Et je fais, c'est intéressant. Parce que évidemment je comprends pas toutes les paroles. Il me dit aussi que c'était un tube, et c'était aussi par rapport à la vie chère, quand il y a eu toutes les manifestations, etc. Et là je me dis, mais c'est parfait, on est encore dans le derrière Vaval, pour moi. Ou vous chanteriez juste le refrain titre, à la vie histoire de lancer l'extrait qu'on va entendre. À la vie qu'on mène, non, je vais pas chanter. Vraiment, waouh, j'adore. Alléluia. Ah, la vie qu'on mène. Vraiment wow, j'adore. Il y a un bel visage en gros fesses. Oh yes, God bless. Il y a un bel visage en gros fesses. Oh yes, God bless. Fini bon ça, fini bon ça, fini bon ça, fini bon ça, C'est ça qu'a fait bulle comme Moët. Le vrai moi dit c'est la Noël. On rien à foutre qu'on pas tout seul. Aïdi ni c'est qu'il pas tout seul. On vient si vous concentrer qu'on l'est. On peut j'en nous paie pas qu'on l'est. On va unir des belles
a du goût. Elle vient chaque semaine mettre dans l'oreille hardie un certain goût, le goût de l'enfance. Anne Bonneau, cette fois-ci, est avec Raymond Lucas, qui nous parle du parfum Pompeia comme une odeur, une saveur, un parfum culte d'une certaine époque. Écoutez. C'était le fameux parfum Pompeia. Et du plus grand intérêt sur le plan archéologique. C'est celui-là qui me viendra immédiatement à l'esprit. Ah, les ruines, les vieilles pierres, la mémoire des civilisations. Je vais rester sur ma vieille tante, là, qui nous a élevés, tante Naine. Donc peut-être que c'était les parfums des gens de sa génération, peut-être que... Enfin, des gens de sa génération, quand les gens de sa génération ont pu acheter des parfums, hein, toutes choses par ailleurs, etc. Hein. Parce que je ne sais pas trop si... avant les années 50, je n'ai pas regardé ça, mais je ne sais pas si avant les années 50, on en trouvait facilement, hein, en général, et des parfums en général. Dans les boutiques, justement. Et dans les boutiques, on en trouvait un peu de tout, donc oui, c'était assez courant comme parfum. Oui. Le changement, madame, est commun à la cour. Je pense que c'est un parfum que... Moi, j'associerais à des... bon, elle était donc âgée, je vous l'ai dit, enfin, assez âgée. Elle est morte bien plus tard. Je dirais que c'était des parfums de femmes, d'un certain âge, parce que je pense que ça faisait... Assez vite, ça a fait un peu ringard. Voilà. On va arrêter avec les différences, parce que d'accord, on vient de deux mondes différents, et alors ? Qui est ringard, qui n'est pas. Ah ben je pense qu'il existe toujours, oui. Mais je suis pas sûr que vous alliez à la sortie d'un lycée demander aux jeunes filles combien ce parfum Pompeia. Les réponses seraient très nombreuses. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. Thomas Lebrun, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Derrière Vaval, on va reparler juste et donner un rendez-vous donc déjà en octobre. En octobre, normalement, si tout se passe bien, mais c'est en route, hein, c'est pas encore calé, mais ce sera à Martinique, Guadeloupe. Et après, on reviendra en métropole ou en hexagone plusieurs fois dans la saison qui suit. Enfin, là, depuis Chaillot, il y a quelque chose qui se met en place. On espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. On aimerait bien retourner en Guyane aussi parce qu'on l'a joué qu'une fois. Si on est en Martinique, Guadeloupe, ce serait chouette de le refaire en Guyane. Puis on aimerait bien aussi en Martinique faire pour les scolaires et en Guadeloupe aussi, même en Guyane. Parce que pour les ados, ça peut être super, quoi. Nous, on aimerait bien le faire pour les jeunes aussi. Merci Thomas Lebrun d'avoir mis vos images, vos danses, vos pas, vos réflexions, vos amitiés aussi au creux de notre oreille cette semaine. Si vous voulez réécouter cet entretien avec Thomas Lebrun, écoutez, c'est facile. Allez sur lapremière.fr et puis cherchez dans l'univers audio, radio, podcast, cherchez l'oreille hardie. Vous pouvez aussi l'écouter sur les plateformes de podcast et vous y abonner. Comme ça, vous entendrez tous les numéros à venir et passer de l'oreille hardie. Restez hardi, justement, Moussaillon. Mettez de la culture des Outre-mer entre vos oreilles. Ça vous fera du bien. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et merci Thomas Lebrun. Merci.